Bonjour, vous écoutez le balado Regard croisé sur l'environnement de la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal. Mon nom est Christian Nadeau, je suis professeur au département de philosophie et j'aurai le plaisir d'animer ce balado. Dans chaque épisode, 2 professeurs de l'Université de Montréal, provenant de disciplines variées, aborderont l'environnement selon leur propre perspective. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir mes collègues Roxane de la Sabellonnière du département de psychologie et Ingrid Hall du département d'anthropologie. Alors j'aimerais commencer notre discussion par d'abord en vous demandant de vous présenter, présenter en fait votre travail, votre formation, mais aussi votre rapport à la question environnementale. On peut peut-être commencer par Ingrid. Oui, bien sûr. Merci de m'avoir invité à participer à ce podcast. Donc moi, je suis ingénieure agronome et anthropologue. Je dirais que cette formation initiale en agronomie m'a orientée sur les questions environnementales. J'ai développé des recherches qui étaient d'abord sur des questions d'irrigation, maintenant sur des questions de conservation de la biodiversité. Et donc, j'essaye de voir... D'une part, comment est conçue la biodiversité? J'ai des terrains andins dans des communautés andines de producteurs de pommes de terre. Donc, je m'intéresse à la conservation de la biodiversité des pommes de terre natives dans les Andes. Et puis, j'ai voulu suivre un peu ces enjeux-là à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, pour m'intéresser aux pratiques et aux politiques de conservation de la biodiversité. Donc, que je vois maintenant comme anthropologue en développant différents aspects, différentes entrées. Merci. Roxane? Oui, moi, je suis professeure en psychologie sociale à l'Université de Montréal. Et puis, je me suis toujours intéressée aux grands bouleversements sociaux, comment ça peut affecter l'humain en tant que tel. Donc, très jeune, j'ai fait mon doctorat, par exemple, en Sibérie. Je suis partie avec mes questionnaires dans le transsibérien pendant 3 jours, 3 nuits pour collecter des données, pour essayer de comprendre comment les gens vont s'adapter quand tout s'écroule autour d'eux, puis quand vraiment la société se transforme. Suite à ça, j'ai fait des travaux en Mongolie, au Kyrgyzstan, avec les peuples autochtones aussi. Donc, je m'intéressais aux enjeux d'adaptation à des grands bouleversements sociaux, entre autres sur les processus identitaires. Je suis qui, moi, aujourd'hui, quand tout change autour de nous? Et puis, comment les gens vont rebondir face à l'adversité. Les questions environnementales sont venues naturellement parce que, justement, on le sait, hein, on fait déjà face à plusieurs changements autour de nous en lien avec l'environnement. Puis, l'humain va devoir s'adapter à tous ces changements. Et pour chacune d'entre vous, est-ce que vous diriez que la question environnementale est quelque chose qui, disons, est vraiment propre à votre recherche, ou est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent au sein de votre discipline? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'impression d'une recherche que vous avez l'impression de mener seule, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous semble vraiment central dans le type de recherche que vous faites, ou que la discipline... peut retrouver dans la discipline à l'heure actuelle? En anthropologie, je dirais que la question environnementale, elle est relativement importante. Jusque dans les années 90, je dirais qu'elle était relativement implicite. C'est-à-dire que c'était une composante environnementale qu'éventuellement on pouvait prendre en considération. Depuis, ça s'est quand même pas mal développé. Et puis moi je suis ethnologue, pas seulement anthropologue mais ethnologue. J'ai des collègues qui sont archéologues par exemple et que ça va beaucoup intéresser, de savoir les populations préhistoriques, comment est-ce qu'elles se nourrissaient, etc. Cette composante environnementale, elle est extrêmement importante. Donc je dirais que dans la discipline, suivant les sous-disciplines, il y a un intérêt plus ou moins lointain. Et en ethnologie, l'anthropologie environnementale, elle se développe depuis les années 90, les années 2000. Il y a de plus en plus de travaux qui sont faits dans cette direction-là, mais on conserve quand même tout un tas de sujets classiques avec des gens qui ne s'intéressent pas aux questions environnementales, forcément, disons. Donc il y a une grande diversité. Je dirais aussi qu'il y a une grande diversité en psychologie. Mais d'étudier l'impact de grands bouleversements comme les changements climatiques, c'est quand même assez récent.
Et je crois que de plus en plus, surtout avec la COVID-19, je crois que les chercheurs ont pris conscience des impacts que ce type de changement sur le plan collectif pouvait avoir chez l'individu. Donc, auparavant, j'ai beaucoup étudié aussi la sociologie, parce que la sociologie, c'est l'étude des grands mouvements sociaux, des grands bouleversements, entre autres. Mais il n'y avait pas de pont fait avec la psychologie ou l'humain en général. Et puis, j'ai essayé longtemps de faire ça, mais on ne s'intéressait pas tant aux grands bouleversements sociaux avant la pandémie, je vous dirais. Évidemment, il y a des chercheurs qui se sont intéressés, pourquoi les gens vont recycler, par exemple, l'impact des normes sociales. Donc, ça faisait partie des questions de recherche en lien avec l'environnement, plus les comportements des gens au quotidien. Mais vraiment, d'en faire un champ spécifique, là, c'est plus récent, je dirais. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que le fait qu'il y ait une actualité de la question environnementale change la donne? Est-ce que, par exemple, ça infléchit le type de recherche qu'on doit faire? Ou est-ce qu'il y a une pression, par exemple, à ce sujet? Je sens que oui, il y a une pression, mais curieusement, je trouve que cette pression, elle va se manifester de différentes façons. Il va y avoir une pression qui va être exercée, en tout cas je le perçois comme ça, dans le monde de la recherche pour avoir des réponses sur des questions environnementales. Et il est de bon ton maintenant de faire des recherches pluridisciplinaires. Et donc, si on est une équipe plutôt des sciences biologiques, des sciences naturelles, sciences environnementales, d'avoir des sciences sociales. Mais je dirais que dans ces cas-là, assez souvent, on va être pris comme des espèces d'ingénieurs de la société, quoi. Où on va nous demander une expertise dans ce sens-là. Je ne sais pas si ça va être une expertise partagée, ou une expérience partagée plutôt. Et on est un peu coincé dans ces cas-là, je dirais, parce qu'on arrive en décalage avec des méthodes d'aller parler avec les gens où on doit déjà comprendre les termes dans lesquels les personnes auprès desquelles on travaille, quels sont ceux qui vont être les leurs, pour pouvoir après poser les questions et puis dérouler finalement toute une enquête qu'ils prennent en considération, alors que les temps de la recherche, sinon, sont pas les mêmes. Donc il y a cette espèce de décalage qui rend les choses un peu difficiles. Et puis aussi de se comprendre véritablement sur les thèmes sur lesquels on travaille. Après, il y a une autre urgence qui est notamment les étudiants qui sont inquiets, qui sont ou éventuellement engagés, qui veulent défendre une cause. Et où là, c'est d'autres types de défis finalement, parce que rentrer sur un sujet de recherche, d'essayer d'élargir, d'essayer de prendre un peu de distance, éventuellement, soit ça peut être carrément pas voulu, c'est-à-dire que c'est des sujets, un étudiant comme ça, c'est trop proche, donc il ne veut pas travailler sur des questions environnementales. Il est trop militant pour vouloir adopter une démarche plus analytique. Il dit non, c'est deux plans de ma vie là qui sont différents. Et donc ça fait en sorte qu'après, il y a une prise de distance, ou en tout cas une distance qui est nécessaire pour que la recherche se fasse, qui n'est pas aisée à trouver. Donc je le trouve très curieux, mais en ethnologie, on a beaucoup d'étudiants qui sont très engagés, mais qui ne vont pas forcément rentrer pour travailler sur ces questions environnementales-là d'un point de vue plus académique de recherche. C'est difficile à dire. Est-ce que les professeurs vont s'intéresser plus? Je veux dire, c'est un peu de l'ordre de l'opinion aussi. Donc, c'est difficile à dire. Il faudrait vraiment voir si vraiment il y a un intérêt. Mais je pense que ce sentiment d'urgence qu'on perçoit, oui, chez les étudiants, mais les chercheurs aussi peuvent l'avoir. Puis, c'est pas nécessairement une pression qui vient de l'extérieur, des fonds de recherche ou autres, mais vraiment un intérêt qui vient de notre curiosité aussi. Dans mon cas, c'est que c'est un sujet qui se veut de l'étude des comportements humains, de la pensée humaine, dans un contexte où tout change. On le voit avec les ouragans en ce moment. C'est des contextes d'études intéressants aussi. Mais il y a cet intérêt qui est inné, ou cette curiosité aussi. Je pense pas que dans le milieu académique, on a quand même cette liberté de choisir ce qu'on fait, avec qui on travaille aussi. Et puis, ça amène justement cette interdisciplinarité. Merci. Mais ça demande ça, puis ça exige beaucoup de défis aussi.
Donc, puis ça, je l'ai vu dans les années qui viennent de passer avec la pandémie. Parce que d'étudier le changement, les réactions au changement, demande souvent d'analyser des données qui sont extrêmement complexes, puis on ne peut pas le faire seul. Ça nous prend des experts, mais de plusieurs domaines, des mathématiques, de l'ingénierie, des sciences sociales. Donc, puis il y a vraiment un beau mélange qui peut se faire, puis ça aussi, ça amène beaucoup de défis, mais aussi de belles réalisations, puis vraiment du travail de collaboration, parce que seul, on ne peut pas faire la recherche, par exemple, sur l'environnement. On a besoin des autres pour le faire. Ça, c'est une question sur laquelle je veux revenir, parce que la question environnementale devrait aussi interroger nos manières de faire de la recherche, il me semble. Mais j'aimerais revenir, juste pour corriger, lorsque je disais est-ce qu'il y a une pression, en fait, c'est peut-être pas une pression, disons, au sens d'une urgence ou, par exemple, d'une commande de l'extérieur parce que, je sais pas, le sujet serait à la mode, par exemple, ou quelque chose comme ça. C'est plutôt le fait que, une bonne partie de notre recherche, dans à peu près toutes les disciplines, nos objets sont relativement froids, c'est-à-dire qu'ils sont relativement distincts de nous. C'est-à-dire on arrive à avoir une certaine distance qui est justement réclamée par le travail d'observation scientifique. Le problème avec la question environnementale, c'est que c'est le genre d'objet qui peut être à la fois froid, c'est-à-dire observé avec une certaine distance, et étant donné les bouleversements climatiques, étant donné la situation actuelle, en même temps, le sujet nous interpelle de façon beaucoup moins froide, disons. Et c'est là où il peut y avoir peut-être à la fois, par exemple, moi je trouve très intéressant l'exemple que vous donniez, que vos étudiants préfèrent, même s'ils sont engagés sur le plan environnemental, préfèrent avoir une recherche parallèle. Mais d'un autre côté, j'imagine, Roxane, qu'il peut y avoir des étudiants qui vont vouloir s'engager dans des sujets de recherche, mais qui en même temps vont juger là aussi qu'il y a quelque chose qui est, disons, émotivement complexe à gérer, si j'ose dire. Et alors, ça crée, d'une certaine manière, parfois des troubles qu'on pourrait dire personnels, ou en tout cas des difficultés personnelles qui sont propres aux individus. Mais qu'est-ce que ça change dans la dynamique de la recherche? Par exemple, ne serait-ce que d'un point de vue d'une sociologie de la recherche, par exemple. Est-ce qu'on a l'impression que les étudiants vont éviter ce genre de sujet? Est-ce qu'ils vont les aborder de façon différente? Est-ce qu'ils vous interpellent de façon différente? Si je peux répondre, en psychologie, je ne le vois pas vraiment, le froid et le chaud, parce qu'on est toujours avec les humains, avec leurs pensées. Vous êtes toujours dans le chaud, en fait. On est toujours dans le chaud. Donc, en fait, on a développé des méthodes pour éviter que, comme chercheur, comme étudiant, on ait certains biais, justement, pour qu'on reste le plus objectif possible. On ne réussit pas tout le temps, mais on a ce cadre-là. Donc, les étudiants, souvent arrivent avec des sujets de recherche, même si on ne parle pas de l'environnement ici, on peut parler de n'importe quel autre sujet. Ils ont un petit frère qui est autiste, par exemple, et ils veulent étudier ça. Donc, ça arrive souvent, fréquemment. Et on se nourrit d'anecdotes, de statistiques qui nous choquent, justement d'enjeux qui nous préoccupent. Puis, on essaie de créer cette distance qui nous permet d'être un chercheur objectif ou une chercheuse objective dans les décisions qu'on prend au niveau méthodologique. Puis un bon chercheur va réussir à faire ça, parce qu'on est toujours dans... Donc, en ce sens-là, la question environnementale ne change pas vraiment la donne. Non, dans ce sens-là, non, parce que... Puis c'est peut-être pour ça qu'on observe qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants. Moi, j'en ai là dans mon laboratoire qui veulent absolument étudier la question environnementale, parce que ça les préoccupe. Donc... c'est intéressant parce que les raisons pourraient être les mêmes aussi en anthropologie, mais c'est pas l'effet, d'après ce que vous dites, l'effet n'est pas le même. Je pense que déjà sur la question du chaud et du froid, de la distance, effectivement, il y a une distance analytique en tout cas, traditionnellement à avoir. Je dirais qu'en tant qu'ethnologue, c'est pareil, c'est difficile. Parce qu'on va voir des gens qui nous livrent des témoignages, on va documenter des situations dans lesquelles c'est pareil. Alors, on est en prise avec ce que les gens nous racontent. Donc, on n'est pas
En ethnologie, on n'est pas dans un laboratoire. En fait, on va voir les gens, on va expérimenter, on va voir ce sur quoi ça pose, qu'est-ce que ça pose comme souci ou pas. Enfin, je veux dire, d'essayer de comprendre, en tout cas, cette volonté d'essayer de comprendre la perspective d'autrui. Et puis, c'est peut-être là une différence, mais je ne sais pas comment ça jouera entre ton approche et puis la mienne. Mais c'est vrai qu'en tant qu'ethnologue, on essaye de généraliser quand même. C'est-à-dire d'avoir un point de vue qui soit un point de vue relativement collectif, relativement stabilisé. Alors, on n'est pas obligé de le réifier, là. On peut prendre en compte le fait qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord et qu'il y ait des différences de perspective. Mais on essaye quand même d'avoir quelque chose qui soit relativement collectif. Et donc, pour ça, on est obligé d'aller multiplier les entrées, d'aller parler aux différents individus. Et donc, on s'immerge. Et c'est ça l'idée, c'est d'être dans une immersion. Donc, si on s'intéresse aux questions environnementales et à des bouleversements, éventuellement, on va être pris dans les conséquences que ça peut avoir. Moi, dans mes travaux sur la biodiversité, oui, je suis confrontée au fait qu'il y a des réglementations internationales qui empêchent l'utilisation de certaines variétés et que, en fait, si le Pérou mettait en œuvre les lois qu'il a effectivement votées, ce serait une situation catastrophique en termes de sécurité alimentaire. Et là, il y a des gens qui essayent de faire bouger les choses. L'ONG qui organise un certain nombre des activités sur lesquelles j'ai travaillé, que j'ai accompagnées, par exemple, ils sont impliqués là-dedans. Donc, il y a un positionnement. Mais après, il faut réussir à trouver, et ça, je pense que sur les questions environnementales est plus aiguë est la situation d'urgence, finalement, plus on est sommé de se positionner, ce qui veut dire aussi adapter les méthodes, adapter les objets, adapter les approches en fonction de la situation dans laquelle on est, de son propre positionnement, de l'implication ou pas des gens avec lesquels on est. Moi, je sais que depuis que j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me repositionne parce que mes interlocuteurs, ils attendaient quelque chose de ma part et puis que finalement... Et il y a un processus, je dirais, personnel de compréhension de ces enjeux-là pour les étudiants et surtout les étudiants qui arrivent avec avec une idée préalable. La difficulté, c'est, je trouve, d'essayer de leur faire comprendre il faut réussir à rendre la complexité des choses. C'est-à-dire, donc, il y a différents points de vue et il ne faudrait pas seulement en choisir un et puis juste aller bille en tête. Je veux dire, il faut parler à d'autres gens, il faut ouvrir, il faut lire d'autres choses. Et c'est ça, je pense, sur les questions environnementales, je sens, qui est une des questions que je trouve un peu compliquées, même dans les enseignements. Du coup, j'ai mis en place des stratégies pour essayer de désamorcer certaines choses que j'ai identifiées chez les étudiants et où je me disais, il faut qu'ils bougent là-dessus, sinon moi, je ne vais pas réussir à faire passer ce que je veux leur faire passer. Et ça a été, dans un de mes cours en particulier, de deuxième année, ça a été un enjeu. Il a fallu essayer d'identifier ces points-là pour essayer de dire, attendez, il y a d'autres points de vue, il y a d'autres choses, il faut que vous soyez en mesure de les prendre en considération aussi pour pouvoir évoluer et même à la fois intellectuellement, mais aussi à titre personnel. Et puis, si vous voulez effectivement faire une maîtrise ou faire une thèse après, il va falloir faire ce travail-là. Et là, j'ai senti à certaines reprises des espèces de résistance parce que l'urgence aussi faisait que il disait qu'il voulait quelque chose qui soit plus rapide, je sais pas, et donc même des étudiants qui décidaient de partir et de ne pas s'inscrire en anthropologie pour faire une maîtrise, par exemple, mais d'aller en environnement. Oui, parce qu'ils voulaient un effet plus... des résultats immédiats, d'une certaine manière. Et moi, je vous dirais que ce phénomène, je l'observe depuis longtemps, même quand ce n'est pas des questions environnementales. Parce que l'étudiant arrive avec une idée de sujet, de recherche. Souvent, c'est inspiré par quelque chose qui le préoccupe, une situation. Puis là, il veut en faire son sujet de thèse, de maîtrise ou de doctorat. Et aussi, une autre chose, c'est qu'il va partir de la
la méthodologie, par exemple. Ah, je veux faire ça par questionnaire ou une étude de labo, étudier l'environnement, mais OK. Mais là, c'est de déconstruire tout le processus de recherche, finalement. Puis des fois, il faut s'éloigner de notre sujet qu'on veut vraiment étudier, comme l'environnement, pour aller ailleurs, pour apprendre d'autres outils, d'autres façons de faire la recherche, apprendre avec d'autres collaborateurs, etc. Puis après, on y retourne, si vraiment, mais avec la méthode scientifique. Mais je vous dirais, moi, j'ai dans 90% des cas, des étudiants avec qui je travaille, sinon le 100%, ils commencent toujours à l'envers. Puis à l'envers, c'est soit on commence par la méthode, soit on commence par quelque chose qui nous préoccupe, puis c'est juste ça, puis c'est ça que je veux faire. Ouais, mais pourquoi? OK. C'est quoi la grande question de recherche? Qu'est-ce qui a été fait par le passé en sciences dans cette discipline-là? Puis c'est là que les nuances arrivent aussi dans chacune des disciplines. Puis aujourd'hui, le défi, c'est que oui, il y a la psycho, oui, il y a la psychosociale, mais il y a aussi plein d'autres domaines qu'on doit intégrer dans notre compréhension du monde, puis afin de développer des hypothèses, des questions de recherche. Fait que, mais pour moi, ça a toujours été comme ça. Les étudiants arrivaient toujours avec quelque chose de très, très près d'eux. Puis là, ben, on doit apprendre la méthode scientifique pour se distancer, pour développer, vraiment comprendre les nuances aussi. Puis... Oui, je suis d'accord qu'il y a tout ce travail de déconstruction et qui se pose à tous les étudiants. Et effectivement, j'ai l'impression, mais moi je suis spécialisée sur des questions plutôt environnementales, donc effectivement c'est ce que je vois. Et où je vois cette discussion-là d'un engagement et des fois de stratégie d'évitement ou de partir dans une autre voie, plus sur les sciences de l'environnement pour essayer d'avoir des réponses et d'une certaine façon aussi, je dirais, d'éviter ce processus de déconstruction. Ils n'ont pas envie de le déconstruire. Ils disent c'est précieux, et je suis d'accord avec eux que c'est précieux, et de vouloir l'utiliser finalement autrement. Mais ça rentre vraiment dans l'écoute des autres disciplines aussi, des autres façons de voir, des autres chercheurs. Donc, ça rentre vraiment dans tout ça. Puis ça, c'est difficile en soi parce qu'ils arrivent avec une mission, ils ont quelque chose à cœur. Mais là, c'est de voir peut-être tout ce qu'il y a autour de ça. Puis ça peut être plus difficile. Mais justement, la question environnementale, parce que lorsque je vous écoute toutes les deux, on pourrait penser en fait qu'un problème d'approche de la question environnementale. Mais est-ce qu'on pourrait dire aussi que même dans le type de recherche que nous faisons à l'université, là je ne parle pas simplement dans vos disciplines respectives, mais de façon générale, est-ce que nous avons la bonne approche en fait pour penser les questions environnementales? Parce que on a l'impression en fait que la question de l'environnement est pensée, disons, en silo, c'est-à-dire chaque discipline pense la question de l'environnement, mais vous disiez tout à l'heure, par exemple, que les étudiantes devraient davantage être à l'écoute de ce qui se fait ailleurs. Mais ce n'est pas ce qui se fait ailleurs uniquement dans leur discipline. Je suppose aussi que c'est être attentif à ce qui se fait ailleurs dans d'autres disciplines. Mais c'est difficile de demander ça aux étudiants et aux étudiantes lorsque nos collègues ne le font pas eux-mêmes, ou en fait le font très peu. Donc j'aimerais vous entendre là-dessus. Sur à la fois la manière dont on collabore aussi, mais sur la manière dont on pense la question environnementale à l'intérieur d'une discipline. Est-ce que nous sommes nécessairement enfermés? Est-ce que la question environnementale n'est pas l'opportunité pour ouvrir un peu les perspectives traditionnelles de recherche où nous travaillons en fonction d'une approche ou d'un modèle disciplinaire? Je pourrais dire que quand on parle de changement, l'environnement, c'est ça. En fait, aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de changements, puis on sent cette urgence. Mais il y a un paradoxe parce que, en même temps, pour faire de la bonne recherche, on a besoin de prendre notre temps. Puis là, on est poussé de tous bords, tous côtés, les étudiants aussi, à faire les choses rapidement. Je parlais à mes étudiants dans mon cours aujourd'hui, puis il n'y en a pas un qui, dans la journée, prend une demi-heure à juste laisser son cerveau aller et réfléchir. Il y a toujours son cellulaire ou un courriel envoyé. Donc, prendre le temps de faire la bonne recherche dans un contexte où tout bouge, tout se bouscule, c'est comme contradictoire. Puis, comme chercheur, je pense, avec nos étudiants, c'est de prendre ce pas de recul-là quand on peut,
pour vraiment prendre le temps de bien faire les choses. Un peu comme l'initiative que vous avez eue de prendre le temps de réfléchir, de s'asseoir, de penser ensemble, d'essayer juste un peu librement comme ça. On ne le fait plus. Puis moi, ça me fait beaucoup, beaucoup de peine parce que j'ai connu le avant, tout ça. J'ai connu le moment où, puis je ne suis pas si vieille que ça, là, faites attention à ce que vous pensez, mais j'ai connu le moment, puis c'est sûr, j'expliquais à mes étudiants ce matin, le moment où, quand je voulais lire un article scientifique, ben j'allais à la bibliothèque et je le photocopiais. Les PDF n'existaient pas, ou ça commençait, mais on ne les utilisait pas. J'allais physiquement à la bibliothèque, puis je faisais mes photocopies. Donc, il y avait une lenteur. Je réfléchissais en même temps, je pensais. On n'a plus ça aujourd'hui. Puis pour faire de la bonne recherche, selon moi, pour étudier des phénomènes complexes, oui, il faut s'allier avec des gens d'autres disciplines, mais il faut prendre le temps de bien le faire. Il faut parler la même langue, le même jargon scientifique. Il faut se comprendre. Puis tout ça, ça peut prendre des années. Mais on se fait demander de publier rapidement, de ramener des fonds, que nos étudiants graduent rapidement aussi. Donc, on est vraiment dans un système où c'est très, très difficile de faire ce qu'on doit vraiment faire. Puis ça, c'est comme ça pour les étudiants, puis les chercheurs aussi. Je sais pas, mais... je partage le constat. J'aimerais bien pouvoir faire les choses avec plus de temps et plus de profondeur, là, au lieu d'avoir l'impression de courir à... Mais bon, mais je dirais que... Oui, il y a cette nécessité, et en même temps, peut-être en tant que... Comment dire? Je sens qu'on a besoin effectivement de se nourrir d'autres disciplines. Travaillant sur les questions de pommes de terre, par exemple, avec la biologie, avec la taxonomie, des taxonomistes, avec des généticiens. Et en même temps, c'est assez compliqué, surtout quand on a une différence disciplinaire aussi importante. Et même si j'ai une formation de base qui permet quand même d'assurer un minimum de communication, là, c'est assez compliqué. Puis les ethnologues, on passe un peu pour des rigolos, quoi. On travaille sur des trucs exotiques. Moi, je m'éclate en essayant d'expliquer comment la patate sourit. Et là, les biologistes, ils me regardent en disant « elle est mignonne ». Et c'est difficile, quoi. Mais de leur expliquer et de prendre le temps, là, je l'ai pris pour essayer de voir, OK, mais comment est-ce qu'on pourrait faire ça? C'est-à-dire, la sélection de ces traits, elle se fait selon cette logique-là. OK, mais alors comment, sur le long terme, qu'est-ce que ça veut dire sur la sélection des traits et donc sur la conservation de la biodiversité qu'on a? Mais construire tout un appareillage pour suivre ça, alors qu'en plus, ce sont des données ethnologiques, mais je ne peux pas remonter dans le temps pour savoir comment, il y a 4000 ans, les gens dans les Andes... Donc, c'est compliqué. Effectivement, c'est difficile d'arrimer les choses parce qu'ils sont pris dans une certaine logique avec des méthodes de travail génétique, etc., où ils n'ont pas besoin d'aller parler avec les gens en particulier, éventuellement pour demander s'ils ont le droit de prélever un échantillon ou pas, là. Mais bon, on s'entend que c'est un peu limité comme type d'interaction. Donc, il y a des choses à faire, mais c'est compliqué de les faire pour différentes raisons. Que je trouve dommage. Après, au niveau des sciences sociales, c'est plus facile d'échanger quand même. Même si on est avec des approches très différentes, des façons d'écrire très différentes et qui font en sorte qu'il y a une espèce d'étrangeté. Alors évidemment, travaillant sur des questions, en particulier des questions ontologiques, les philosophes, par exemple, sont des auteurs, enfin en tout cas, c'est une discipline où on va lire un certain nombre de textes. Mais c'est vrai qu'après, on se dit, oui, mais on fonctionne tellement pas de la même façon que des fois, je me dis, mais oui, mais alors... Est-ce qu'on parle de la même chose? Mais oui, c'est ça. Mais comment est-ce qu'on construit? Des fois, je lis des choses formidables et je me dis, oui, d'accord, mais comment je teste ces hypothèses? Si moi, je veux les tester comme hypothèse, j'ai besoin d'aller faire 3 mois, 6 mois de terrain en posant à des gens. Et je dis, comment c'est possible d'écrire un essai comme ça Et à la fois, et en même temps, c'est une vraie source d'inspiration et j'en ai besoin. Et je pense que dans ce qui se passe en ce moment en anthropologie sur les questions environnementales, les productions des philosophes sont fondamentales. Après, ça fait maintenant 3-4 ans que je travaille quasiment exclusivement avec des juristes.
mais parce qu'il me force à avoir les pieds sur terre. Il me force à aller voir ce qui se passe, à voir comment, comment par exemple, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, les mesures, les normes environnementales qui sont prises par un pays ou qui sont votées à l'international, enfin adoptées à l'international, quels effets ça va avoir. Et donc effectivement, mais c'est à différents niveaux, c'est des défis, et en même temps, à chaque fois, c'est très enrichissant. Je me souviens d'une conférence que j'étais allée faire ici en biologie, donc des biologistes qui sont spécialisés sur les plantes, qui vont voir comment est-ce qu'on peut éventuellement mettre au point de nouvelles variétés, etc. Et je suis allée leur dire, vous connaissez le régime juridique sur les plantes ? Non. Vous vous rendez compte ce qu'il y a derrière, en fait ? Non. Et après la conférence, ils m'ont dit, ah oui, c'est des trucs auxquels on n'a pas pensé. Et je me dis, mais il faudrait qu'il y ait une formation d'un juriste qui aille expliquer que toutes les plantes qui sont les plantes natives, c'est un pot commun pour l'humanité, et qu'après, en fait, une fois qu'elles sont dans des banques de semences, Monsanto peut demander à avoir les échantillons et il les a gratuitement. Je veux dire, ce serait quand même intéressant qu'ils se rendent compte du cadre général dans lequel ils sont. Et je parle de ce cas-là, mais c'est un cas parmi d'autres. Ouais. Dans l'autre camp, évidemment, on pourrait se dire que, comme anthropologue, je devrais enfin comprendre comment le degré de ploïdie des différentes variétés de pommes de terre influence sur la possibilité de reproduction. Voilà, c'est pareil. Et ça m'échappe, je l'oublie à chaque fois. Je l'ai lu 15 fois, mais j'arrive pas à le retenir. Donc, il y a des choses aussi où, réciproquement, et comment j'intègre ça dans mes analyses et tout ça, là, il y a des défis particuliers, effectivement. C'est peut-être justement le sens de ma question, c'est-à-dire que les questions environnementales, il me semble plus que tout autre, par définition, appellent à une réflexion évidemment de contenu, mais aussi de forme, c'est-à-dire que l'épistémologie, en fait, nos pratiques changent, parce que il ne s'agit pas évidemment d'intégrer à chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, tous les savoirs. Ça n'a pas de sens. Et il ne s'agit pas non plus d'être en mesure de comprendre le travail approfondi de chaque discipline. Parce que là aussi, il y a des problèmes de traduction, si j'ose dire. Mais peut-être que l'enjeu est là, c'est-à-dire dans la manière dont interagissent nos savoirs et les limites de cette interaction, mais en même temps les possibilités de cette interaction. Dans certains cas, c'est un peu comme si on se disait, certaines interactions sont possibles parce que nos champs disciplinaires ne sont pas très éloignés. Et parfois, en fait, on a des surprises. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit en fait, que des champs disciplinaires que l'on croyait totalement éloignés de nos réalités ont besoin, par exemple, d'un vocabulaire qui est semblable à celui qu'on emploie, et vice-versa. L'enjeu est là, me semble-t-il, de voir comment on peut réussir à vraiment interagir sans pour autant prétendre être à soi seul une interaction. Je suis d'accord. Puis, dans notre équipe de recherche, par exemple, on travaille depuis quelques années sur l'analyse de données complexes. Puis, on s'est associé avec des ingénieurs, des mathématiciens, des gens qui proviennent de plein de domaines différents, avec une analyse de données aussi qui se fait d'une autre manière que ce qu'on est habitué en sciences sociales. Puis ça a été très, très difficile au début. Même qu'on a eu des réunions assez... houleuses. Oui, puis là, il y avait les étudiants au milieu de ça. Oh non, là, qu'est-ce qu'on a fait là? Mais finalement, après quelques années, on arrive vraiment à se parler. Puis là, on commence à vraiment travailler sur du concret, puis pour intégrer certaines méthodes dans des modèles, par exemple, compartimentaux en mathématiques, dans la modélisation. Et puis, vice-versa, nous, on se nourrit aussi de ce qui est fait. Mais ça a pris vraiment plusieurs années à s'asseoir ensemble, des réunions hebdomadaires, puis essayer vraiment de se comprendre, puis poser les bonnes questions. Mais vous l'avez dit, on ne sera jamais vraiment expert de l'autre domaine. Tant mieux. Tant mieux. L'important, c'est de comprendre un minimum, puis même arriver à ce minimum, c'est difficile. Mm-hmm. Puis c'est d'en prendre conscience, mais tu disais, Ingrid, que c'est une source d'inspiration. Puis ça, j'y crois beaucoup. On est vraiment inspiré par ce que les autres font. Puis des fois, ça nous nourrit soit dans de nouvelles hypothèses, de nouvelles façons de faire. Puis on ne sait pas quand cette inspiration va venir exactement, mais quand elle est là, puis elle émerge, c'est fantastique, ce sentiment-là aussi. Mm-hmm. Mais justement, j'aimerais revenir dans ce cas-là sur la formation des étudiants, parce que
toutes les deux, vous dites c'est louable, mais c'est extrêmement difficile pour toutes sortes de raisons, à la fois de temps, mais aussi des limites de nos formations. Mais justement, s'il y a une limite de nos formations, à supposer qu'on s'arrête simplement sur la question de l'inspiration. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, ce n'est pas que, par exemple, les étudiants ou les étudiantes connaissent tout, ça n'a aucun sens, mais que cette inspiration soit possible. Autrement dit, qu'il ne soit pas nécessaire d'attendre d'être à mi-chemin de sa carrière pour avoir l'occasion d'être inspiré par les autres disciplines. Est-ce que c'est quelque chose de concevable dans le cadre d'une formation des étudiants? Je dirais que là, on a une formation qui a été de bac, je ne sais plus comment il s'appelle, en environnement. Est-ce que c'est environnement et développement durable? Il y avait une maîtrise. Et là, dans un de mes cours, j'ai justement pas mal de ces étudiants-là qui viennent. Alors au début, ils sont un peu inquiets. Ils me disent, mais oui, mais c'est un cours d'ethnologie, j'en ai jamais fait, etc. Et je trouve ça vraiment inspirant. Souvent, et c'est ce que je leur dis pour les rassurer, je leur dis souvent, les meilleurs travaux que j'ai eus, c'était des gens qui n'étaient pas en ethnologie dans ce cours-là. C'est la même chose. Moi, j'enseigne éthique de l'environnement, puis j'ai aussi ce même genre d'étudiants et d'étudiantes qui sont tétanisés d'avoir à discuter de la valeur intrinsèque des espèces et qui jouent le jeu. Et puis, en fait, sont à la limite peut-être moins gênés que d'autres étudiants. Parce que, justement, comme ils ne sont pas conscients de l'arrière-plan, alors ils jouent le jeu tel qu'il aurait proposé dans le cadre du cours. Oui, puis c'est souvent, en tout cas au départ, là ça change parce que maintenant c'est plus des étudiants de bac que j'ai, mais comme c'était des étudiants de maîtrise, ils avaient déjà un sujet qui les intéressait, ils avaient aussi déjà une formation préalable, et du coup ils arrivaient, et puis ça les aidait, je sais pas, l'image qui me vient, à soulever des petits cailloux là, et puis à voir ce qu'il y avait dessous, puis de dire « Ah, super !» Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est super de savoir qu'il y a des ouvertures, mais c'est aussi un piège pour les étudiants en particulier d'être ouverts tout de suite à de l'interdisciplinarité, de la pluridisciplinarité. Dans le sens où, si on n'a pas de discipline de rattachement, on flotte, on a l'impression que tout se vaut et que les termes se valent dans une discipline ou une autre, et on n'apprend pas à voir comment est-ce qu'une discipline se construit finalement avec un référentiel commun qui correspond à des méthodes, à des façons de faire. Et je trouve ça dangereux, c'est peut-être un peu fort là comme terme, mais d'avoir des étudiants qui soient confrontés tout de suite et qui soient explosés sans réussir à avoir une espèce de colonne vertébrale de référence. Une fois qu'on a à peu près cette colonne vertébrale de référence, et je pense que par exemple en maîtrise, on commence à l'avoir, ça peut représenter une vraie ouverture. Et je pense que l'expérience qu'on partage tous les deux là, c'est aussi celle-là. C'est-à-dire d'avoir des étudiants qui, oui, leur dire allez voir. Et en même temps, il faut aussi déjà avoir acquis déjà une formation de base pour pouvoir aller ouvrir. Sinon, ça peut être, je pense, un piège. Et je sais que, en tout cas, dans le cours auquel je pense, je l'ai conçu en me disant, je vais essayer de montrer ce que l'ethnologie apporte sur les questions environnementales. Exactement. C'est-à-dire, il y a un truc où c'est pas ouvrir sur l'ensemble des disciplines et des approches, etc. Non. L'ethnologie, comment est-ce qu'on s'est posé la question? Quels sont les travaux qui sont pivots? Qu'est-ce que ça montre? Et d'essayer de montrer ce que ça apporte au fur et à mesure. Après, ils n'utiliseront pas tel aspect ou tel aspect. Et c'est l'effort que je demande aux étudiants qui sont dans d'autres disciplines aussi, en leur disant, l'intérêt dans le cours, c'est que vous voyez un peu ce que c'est que l'ethnologie et ce que ça peut vous apporter d'aller parler à des gens, d'aller faire du terrain. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Mais au moins qu'ils aient cette idée-là en venant dans le cours. Et je pense que dans cette formation, qui est une des formations interdisciplinaires sur les questions environnementales qu'on a à l'Université de Montréal, en tout cas, c'est la mission que moi, je me suis fixée dans la formation des étudiants. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi aussi, j'enseigne un cours psychologie interculturelle aux étudiants à la maîtrise et au doctorat en psychologie. Mais il y a des gens qui proviennent de d'autres disciplines aussi, comme la biologie. Puis j'ai remarqué que c'était très, très riche, les échanges. Puis souvent, on apprenait tellement de ces étudiants, puis on réussissait à faire des liens
qu'on n'aurait pas vraiment vu venir. Mais c'est sûr que quand on fait un doctorat ou une maîtrise, puis je dirais peut-être plus une maîtrise au début, on a quand même besoin d'une fondation solide. Puis si on commence déjà à faire de l'interdisciplinarité, dès le début, ça peut être extrêmement difficile, voire dangereux, comme tu dis, mais parce qu'on exige beaucoup de nos étudiants aussi. En même temps, on exige qu'ils vulgarisent leur recherche. Donc, il y a d'autres défis qui s'ajoutent, mais d'avoir cette fondation forte dans leur champ de recherche, après ça, ça donne justement, comme tu disais, une colonne vertébrale pour aller ailleurs aussi, puis explorer ailleurs, puis apprendre d'autres choses. Mais d'y aller étape par étape. Parce que les étudiants vont nous regarder, vont dire « Ah, elle travaille en mathématiques, elle travaille avec des chercheurs en sociologie, en tu sais. Mais oui, mais on a plusieurs années de carrière aussi, puis c'est normal c'est des petits pas qu'on fait dans nos carrières aussi. Les étudiants, des fois, ils ne voient pas ça, puis ils peuvent se sentir dépassés par tout ça et avoir l'impression qu'on exige cette interdisciplinarité-là qui, oui, est importante, mais pas absolument nécessaire a priori. Peut-être aussi que c'est qu'on veut voir cette question-là uniquement dans le cadre d'une formation avec des crédits, alors que le simple fait qu'il y ait, par exemple, des activités interdisciplinaires qui seraient proposées à toutes les étudiants pourrait changer la donne. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de voir ça comme une formation créditée. L'idée, c'est peut-être de créer quelque chose comme un espace de discussion. Puis ça m'amène à la dernière question que je voudrais vous poser avant de conclure. C'est que le genre de problème que vous identifiez à la fois dans votre recherche, mais aussi au niveau de la formation étudiante, c'est le genre de problème qu'on relève aussi dans nos interactions avec le public. C'est-à-dire la question environnementale, c'est une des questions sur lesquelles, en fait, les chercheurs, les chercheuses vont être amenés à intervenir sur la place publique, que ce soit par invitation ou par engagement, disons, comme intellectuel public, si j'ose dire. Mais dans tous les cas, en fait, il y a le même type de problème qui se propose, qui se présente. C'est-à-dire qu'il y a un problème de traduction, il y a un problème d'essayer de montrer pourquoi la question de la pomme de terre dans la culture andine peut avoir une signification réelle dans le genre de débat qui nous occupe aujourd'hui. Donc j'aimerais vous entendre sur la place des sciences dans le débat public sur l'environnement, en fait. Bien, c'est sûr que comme chercheur, on aime que notre recherche soit utile. Donc, pour moi, c'est devenu une évidence que je devais essayer le plus possible de vulgariser puis de rendre plus publique la recherche que moi je fais puis celle des autres aussi dans mon domaine. Mais d'exiger ça de nos étudiants, je trouve ça beaucoup au départ. Je pense qu'ils ont vraiment besoin de cette fondation en recherche parce qu'après, tu es plus solide pour devenir plus un généraliste parce que quand tu expliques au public, il faut comprendre beaucoup de choses puis c'est beaucoup de travail aussi. Ça a l'air facile parce qu'on entend les gens parler à la radio ou écrire des textes qui sont plus courts, concis, mais il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Puis ça, en soi, c'est quand même assez difficile. Puis c'est quelque chose qui s'apprend aussi dans le temps. Mais l'idée n'était pas de demander aux étudiants de le faire. L'idée, c'était plutôt on a l'impression que l'université très souvent n'est pas un lieu de débat public, alors qu'elle devrait en être un. C'est-à-dire qu'elle est un lieu de recherche, mais elle est aussi un lieu qui rassemble des gens qui savent des choses. Et le dialogue entre les gens qui savent des choses, il n'est pas très présent à l'intérieur de l'université. Et donc là, la question, c'est plutôt aussi de voir est-ce qu'il y a des attentes, notamment sur les questions environnementales, par rapport au débat public sur l'environnement, qui soit ne sont pas satisfaites, ou alors qui pour vous, peut-être que les termes du débat sont mal posés. Voilà, c'est plutôt en ce sens-là. Je pense que les sujets sur lesquels on travaille, et les sujets de société, les sujets environnementaux sont complexes. Et à titre personnel, je trouve difficile parfois d'intervenir dans des débats avec les médias. Ça m'est arrivé d'avoir une demande, de plancher tout un après-midi pour expliquer le truc. Et puis, j'ai quelqu'un au téléphone, et puis j'explique. Puis après, on me dit « Oh, c'est trop compliqué. » Ouais, mais en même temps... Puis moi, j'avais plein d'autres choses à faire. J'aurais pu utiliser mon temps autrement. Et où en même temps, dans le cas particulier, là,
c'est-à-dire l'intention des journalistes était telle qu'en fait, il fallait une confirmation. Voilà. Et là, si c'est une confirmation, non, je suis désolée, j'ai effectivement pas été dans ce sens-là, mais la confirmation en question, à savoir que il y a des tribus, j'emploie le terme utilisé par le journaliste, enfin la recherchiste que j'ai eue au téléphone, perdue et non contactée en Amazonie. Je suis désolée, mais c'est cliché, c'est ton fantasme. Hein. Mais ça ne correspond pas exactement à la réalité. Si tu ne veux pas creuser, je suis désolée, mais je peux essayer d'expliquer les choses le plus simplement possible. Mais si tu n'as pas envie d'entendre ça, Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir les termes du débat? Oui, on commence à écrire des éditos et qu'on essaye de publier des articles autrement. C'est un autre type de travail par rapport à celui qu'on sait faire. Sinon, il faut des formats dans lesquels on peut réussir à dire des choses. Il y a des formats de ce type-là sur lesquels ça va moins vite, je pense. Alors évidemment, c'est une autre université, là, mais des débats scientifiques organisés par des universités. Je ne sais pas si je peux le nommer, mais Cœur des sciences à l'UQAM, qui font un travail remarquable, dans lesquels ils arrivent à créer un espace, dans lesquels on a des profs universitaires qui vont intervenir, sur un format qui est un format sur lequel, oui, on peut faire l'effort, nous, de parler avec des mots plus simples, mais on peut présenter des pensées complexes qui permettent d'avoir un peu, en tout cas, de donner nos termes sans rentrer dans un format qui soit un format trop simplifié. Mais je trouve ça effectivement compliqué. Et après, il faut essayer de trouver. De temps en temps, on a des formats avec des choses un peu rigolotes. Et puis, ça marche super bien. Mais je suis d'accord, ça mériterait. Mais dans les médias, je trouve ça compliqué d'arriver avec nos spécialités, de se positionner. On nous demande éventuellement de se positionner sur des questions qui sont trop larges, sur lesquelles on ne se sent pas pertinent parce que ce n'est pas sur lesquelles on travaille et sur lesquelles, finalement, on attend un certain discours. Et là, je pense qu'on n'est pas le bon... C'est difficile à faire et on n'a pas forcément envie non plus de le faire. C'est comme si on nous demandait plutôt d'accréditer quelque chose plutôt que d'explorer quelque chose dans le débat public. J'ajouterais que par rapport aux médias, moi, j'ai une expérience différente. Peut-être parce qu'on me demandait parfois de parler de l'humain dans un contexte de changement. Donc, je n'ai pas senti... Au contraire, je trouvais vraiment que les journalistes étaient mes alliés, posaient des questions, puis j'essayais de... C'est sûr que parfois, quand tu as 7 minutes à la radio, là, il y a beaucoup de nuances qu'on ne peut pas détailler. Ce qui est le plus souvent le cas, quand même. Qui est souvent le cas. Par contre, j'aime quand même ce processus-là, puis je trouve qu'il est utile. Ça pourrait peut-être être mieux. Mais j'ai beaucoup travaillé depuis les 4 dernières années sur des projets aussi de vulgarisation, mais en lien avec des ateliers, par exemple, d'autres formats, comme tu le mentionnais, des ateliers qu'on fait avec les jeunes, où on leur donne un espace pour débattre. Puis les questions environnementales reviennent souvent, par exemple, dans un anti-débat qu'on fait pour apprendre à communiquer ensemble. Donc, on utilise la science, les résultats de recherche qu'on a en psychologie sociale ou dans notre laboratoire, puis on prend ça, puis on fait des ateliers avec les jeunes. Puis ça, pour moi, ça parle beaucoup plus qu'un 7 minutes dans les médias. Puis des jeunes, on a touché plus que 7000 jeunes à date et des intervenants là, qui sont en lien avec ce projet. Donc, pour moi, c'est ça aussi, de transmettre les connaissances puis d'essayer d'outiller les gens dans des contextes de changement, de grands bouleversements, puis tout ça. Puis, c'est de penser justement ce type de nouveaux formats. Mais ça demande beaucoup de temps. Ça demande, tu sais, beaucoup de travail aussi qui est différent de ce qu'on fait. Puis, quelqu'un en début de carrière, ça peut être très, très difficile parce qu'il faut quasiment mettre de côté tout le reste. C'est ça. C'est un choix. Je vous remercie toutes les deux. Merci beaucoup pour ces échanges et dans l'espoir qu'ils puissent se poursuivre sous une forme ou une autre. Merci beaucoup. Merci.